Le 4 quarts politique de la semaine, votre émission hebdomadaire du dimanche matin qui vous aide à comprendre, à décrypter, à analyser l'actualité. Nos intervenants cette semaine, Franck Meloul, président de la chaîne i24 News, Luc Ferry, philosophe, ancien ministre, chroniqueur au Figaro, Barbara Lefebvre, enseignante, essayiste, collaboratrice à LCI. Nous ferons le point sur la situation en Israël, les manœuvres diplomatiques, les réactions politiques, la signature d'un cessez-le-feu et ses chances de tenir. Franck Meloul, bonjour. Bonjour Shlomo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le président fondateur d'i24 News. Votre chaîne s'est mobilisée pour faire vivre ces 11 jours de violence, les milliers de tirs de roquettes par le Hamas sur les villes et les populations civiles d'Israël, la vie dans les abris, les heurts et les violences dans les quartiers arabes d'Israël, l'opération dite Gardien du mur. Comment votre équipe, Franck Meloul, a-t-elle vécu ces 2 semaines et comment avez-vous réorganisé votre antenne pour couvrir cette actualité? Eh bien, tout d'abord, mes équipes ont couvert cette guerre, puisqu'il s'agit d'une guerre, de façon intensive. Mais il est vrai que quand on doit faire face à une telle attaque aussi rapide, on fait face à certaines difficultés. Et les 3 difficultés que j'ai pu noter durant ces 11 jours, la première, c'est de pouvoir continuer à diffuser, de pouvoir continuer à informer au moment où vous recevez des tirs de roquettes intensifs sur Tel Aviv et que vous êtes obligé d'arrêter de vos programmes parce que vous devez mettre à l'abri vos journalistes. Première difficulté qui montre déjà la réalité que Israël est attaqué et que nos studios même d'i24 News sont attaqués. La deuxième difficulté, elle est beaucoup plus profonde, c'est comment laisser l'émotion de côté. Vous devez analyser un conflit et quand on parle du Proche-Orient, c'est toujours passionné, c'est toujours passionnel. Et là, votre mission, c'est de donner les faits et de dire la vérité. Et le seul moyen d'extraire la vérité de ce bouillon d'émotions, c'est d'être sur le terrain, c'est de montrer ce qui se passe, et d'expliquer comment les gens réagissent, d'être à côté des tirs de roquettes, de montrer la taille d'une roquette, de montrer l'impact d'une roquette, mais c'est aussi être à la frontière de Gaza et de pouvoir montrer aussi quelles sont les réponses d'Israël à ces attaques du Hamas. Et la troisième difficulté, c'est la crédibilité des sources. Vous comprenez que quand on est face à aujourd'hui une montée en puissance des réseaux sociaux, chacun y va de son chiffre, chacun y va de son information, chacun y va de sa propre propagande. Et en cela, le Hamas est passé maître. Et là, nos journalistes ont un autre rôle à jouer, c'est de pouvoir extraire encore une fois la vérité de ces sources. Et quand on parle de mort, savoir si on parle de victimes civiles, savoir si on parle de membres du Hamas, savoir si on parle de tirs israéliens ou de roquettes tirées par le Hamas et tombées en territoire palestinien. Donc, vous voyez, Shlomo, il y a une difficulté qui est matérielle par rapport aux attaques incessantes, mais il y a surtout une volonté d'informer au plus proche de la vérité pour faire comprendre au monde et surtout aux médias qui nous regardent et qui nous reprennent que la réalité est beaucoup plus complexe et que cette réalité n'est pas toujours celle que l'on entend dans le narratif des médias internationaux aujourd'hui. Alors, on va en parler, mais d'abord, votre sentiment, bon, cette guerre intervient après la pandémie, après le drame de Méron, et il y a eu tout d'un coup donc ces tirs de roquettes d'un côté, les tensions internes de l'autre. Est-ce que vous avez le sentiment que tout cela a été coordonné ou ou est-ce que vous prenez le soin de distinguer entre les différentes menaces qui ont pesé sur Israël?
Tout d'abord, les tirs de roquettes sur Israël sont familiers. Ce qui a été différent cette fois, et là je peux en témoigner à titre personnel parce que ça fait à peu près 9 ans maintenant que je suis en Israël et que je n'en suis pas malheureusement à la première attaque de roquettes sur Israël, c'est que l'intensité et la tonalité des booms étaient encore plus forts qu'ils ne l'ont été auparavant. Ça veut dire qu'il y a eu une professionnalisation du côté du Hamas dans l'armement qui est utilisé aujourd'hui pour attaquer Israël. Alors, j'ai tout entendu sur ce conflit, sur les origines de ce conflit, les origines de cette opération. Certains parlent de Sheikh Jarrah, d'autres parlent des émeutes à Al-Aqsa. Nous, ici, à i24 News, nous avons une toute autre lecture. Il y a deux phénomènes qui sont à l'origine de cette attaque du Hamas. Bien sûr, Sheikh Jarrah est un prétexte. Bien sûr, les émeutes d'Al-Aqsa sont également un autre prétexte. Mais les causes profondes sont d'abord les accords d'Abraham. Je crois que la réalité d'accords de paix dans la région ont mis de côté la question palestinienne pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Mais aujourd'hui, les Palestiniens cherchent d'une manière ou d'une autre à réouvrir le dossier, à le remettre à l'ordre du jour de la communauté internationale. Et là, il y avait une opportunité et il y a eu plusieurs démarches et interventions du roi de Jordanie à partir du mois de mars pour essayer d'interférer et de faire pression sur l'autorité palestinienne sur le report des élections palestiniennes, ce qui a été chose faite. Et puis il y a un deuxième élément qui est plus dû au conflit interne au sein du Hamas, où les dirigeants de la branche politique ont vu une montée en puissance dans les sondages de potentielles élections de la branche armée. Et face à cette nouvelle réalité, à cette nouvelle popularité de la branche armée du Hamas, ont voulu réagir. Ils ont utilisé la dimension religieuse des émeutes à Jérusalem en plein Ramadan, en envoyant quelques roquettes sur Jérusalem et Tel Aviv. Mais je crois qu'à aucun moment, ils n'avaient anticipé la réponse israélienne, ou en tout cas la force de la réponse israélienne sur cette affaire. Donc, vous voyez bien, Sheikh Jarrah ne justifie pas l'envoi de 4000 roquettes sur Israël. Il y a des causes beaucoup plus profondes qui sont internes au Hamas. Et j'espère que la communauté internationale va prendre conscience qu'il y a là une nouvelle réalité avec laquelle il faut faire face et en tout cas qu'il faut régler pour le maintien du cessez-le-feu. Alors, on va entrer dans les détails de la couverture qui a été la vôtre, mais puisque vous évoquez les accords d'Abraham, on va en dire un mot, parce que vous avez suivi, comme nous tous, ces accords, mais vous-même, vous vous êtes rendu dans un certain nombre de pays arabes qui ont signé des accords de paix avec Israël. Est-ce que ces accords tiendront ? Écoutez, je peux en parler effectivement parce que nous-mêmes, nous faisons partie de ces accords. i24 News, de par son ADN, de par le positionnement que cette chaîne a trouvé depuis son lancement voulu par Patrick Drahi, c'est une chaîne de la coexistence. Et effectivement, quand je me suis rendu dans le Golfe il y a à peu près un mois, j'ai été fier et surpris de voir que pour les autorités émiraties, i24 News est ce qu'ils appellent le média des accords d'Abraham. Nous avons nous-mêmes été le premier média israélien à signer un accord avec la plus grande plateforme médiatique du Golfe, qui est Abu Dhabi Media. Nous avons été la première chaîne israélienne à être diffusée sur le plus gros câbleau opérateur du Golfe qui s'appelle Etisalat. Nous avons été choisis par le ministère du Tourisme des Émirats comme la première chaîne dans leur stratégie de séduction des Israéliens pour les attirer vers Dubaï. Et un petit scoop pour vous, mon cher Shlomo, dans 48 heures, je suis censé me rendre là-bas pour développer encore plus et plus d'accords entre i24 News et les Émirats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement, les médias sont des observateurs de ce qui se passe. Dans la dynamique des accords d'Abraham, les médias sont devenus des acteurs. Pourquoi des acteurs? Parce qu'ils sont le témoin
et le vecteur pour expliquer et montrer au monde la nouvelle réalité du Proche-Orient, ce qu'on appelle le nouveau Moyen-Orient. Et moi, ce que j'appelle le nouveau Moyen-Orient sur i24 News, c'est que jusqu'à présent, on montrait le monde arabe et Israël, et aujourd'hui, Israël fait partie intégrante de ce nouveau Moyen-Orient. Et c'est cela que les pays qui ont signé avec Israël souhaitent montrer également, souhaitent partager à leur nouvelle génération. J'ai beaucoup d'échanges avec eux et croyez-moi, pour eux c'est très émouvant de parler avec un patron de chaîne israélienne quand il y a quelques mois encore, Israël ne faisait pas partie des cartes qu'ils avaient dans leur bureau. Alors j'ai pu mesurer, pour répondre plus directement à votre question, c'est que j'ai pu mesurer quand même durant ces 11 jours que nous avons gardé contact avec eux, que tout ce que nous avons sollicité à Abu Dhabi Media en termes d'invités ou de soutien, ils l'ont continué, ça a perduré, et donc je n'ai pas senti de leur côté une quelconque réticence ou froideur par rapport à ce qui se passait sur le terrain. Franck Melloul, vous avez, on ne le sait pas toujours, un dispositif de 3 chaînes en français, en anglais et en arabe, avec des audiences, j'imagine, différentes. Est-ce que c'est la même politique éditoriale qui est menée sur les 3 chaînes? Absolument. Et c'est d'ailleurs dans ces moments-là qu'on voit la force de frappe d'i24 News, car nous avons été sollicités cette fois-ci par des médias du monde entier dans les 3 langues. La différence aussi, c'est que le vivier de la chaîne par rapport à ses intervenants anglophones et arabophones est beaucoup plus important et beaucoup plus pertinent que le vivier francophone en Israël. Ce qui nous permet, quand nous sommes en édition spéciale, d'avoir sur la chaîne anglaise ou sur la chaîne arabe des invités de premier rang comme des ambassadeurs en poste, des généraux qui viennent, ou des anciens ambassadeurs comme Danny Danon, qui est l'ancien ambassadeur aux Nations Unies, qui sont sur notre plateau et qui décryptent en direct ce qui se passe et l'expliquent très bien au monde. Et puis on a aussi cet ADN qui a fait le succès d'i24 News, surtout sur la chaîne arabe, des débats. Des débats parce que notre volonté, comme vous le savez, c'est de montrer l'ouverture d'esprit des Israéliens et que même en temps de guerre, on parle, on échange, on débat, parfois même de façon virulente, mais on le fait. Et sur la chaîne arabe la semaine dernière. Est-ce que ces débats se poursuivent? Parce que effectivement, oui. Vous dites souvent que sur une chaîne ou sur l'autre, tous les soirs, Israéliens et Palestiniens débattent. Est-ce que ces confrontations, ces dialogues se poursuivent aujourd'hui? Absolument, puisque pendant ces 11 jours, nous avions des échanges sur nos plateaux entre des membres du Hezbollah qui étaient au Liban, avec des Israéliens dans nos studios, des gens à Ramallah et même des gens à Gaza qui témoignaient et qui racontaient ce qui se passait. Alors, bien entendu, c'est quelque chose d'unique que vous n'avez pas pu voir sur Al Jazeera et encore moins sur les chaînes françaises ou internationales. C'est ce qui fait notre force. Il y a en même temps des lueurs d'espoir, il faut bien le dire. Vous avez fait des reportages, de nombreux reportages sur le milieu médical, par exemple, en Israël, où juifs et arabes travaillent en commun. Est-ce que vous percevez, aujourd'hui encore, une dynamique positive qui pourrait s'enclencher? Je crois que ce qui a été le plus difficile dans ces 11 jours, ce sont les divisions internes au sein d'Israël. Moi-même, je vous parle en ce moment depuis mon bureau à Yafo. Yafo a été une ville où il y a eu énormément d'émeutes ces dernières semaines. Mais je crois qu'il faut expliquer la réalité. C'est pas la ville de Yafo qui est tout d'un coup devenue anti-israélienne ou anti-coexistence. Je crois qu'Israël est un pays comme les autres, on a tendance à l'oublier. C'est un jeune pays qui évolue, mais il a sa réalité sociale comme tous les pays du monde. Et comme c'est très bien connu en France aujourd'hui, il y a dans la communauté musulmane une branche qui se radicalise.
C'est le cas aussi dans la société arabe israélienne, où vous avez une branche de la société qui se radicalise, et cette branche-là a profité des événements entre le Hamas et Israël pour essayer d'enflammer les villes avec l'étiquette de la coexistence. Mais je peux vous dire que ça s'est vite arrêté, que aujourd'hui, au moment où les cafetiers de Yafo appellent sur tous les médias les Juifs à revenir et à partager leurs terrasses. Donc, vous voyez bien que cette volonté de coexistence fait partie de l'ADN d'Israël, fait partie aussi de notre ADN à nous, parce qu'elle est notre quotidien au sein de la newsroom. Et en aucun cas, la newsroom a été entachée de ces violences ces dernières semaines. Mais il y a toujours des éléments perturbateurs qui instrumentalisent ce qui se passe. Et encore une fois, notre volonté à nous était de montrer que ce n'était pas un problème entre Israël et les Palestiniens, mais bien un problème entre Israël et le Hamas, qui est une organisation terroriste. Alors, un mot, Franck Meloul, sur la France, parce que vous connaissez de très près la vie politique française. Vous avez eu les postes des postes de tout premier plan, notamment à Matignon, où vous avez été le numéro 3. Comment vous avez jugé le discours prononcé par Jean Castex et les réactions politiques en France de manière générale? Écoutez, pour démarrer avec l'intervention du Premier ministre Castex, je crois que c'est un cafouillage. Mais à partir de mon expérience, je peux vous dire que quand il y a cafouillage, c'est qu'il n'y a pas de ligne claire. Et c'est peut-être ça la faiblesse aujourd'hui de la France, c'est quand tout le monde a raison, en fin de compte, personne n'a raison. Et quand on n'a pas de ligne claire, on n'existe pas sur la scène internationale. Et aujourd'hui, force est de constater que la France, malheureusement, ne joue plus un rôle de premier plan dans la région, comme elle fut il y a quelques années. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Quand vous allez dans le Golfe et que vous parlez des accords d'Abraham, la France ne fait plus partie de vos discussions. Donc, effectivement, j'ai entendu ce qu'a dit le Premier ministre. J'ai entendu aussi sa rectification le lendemain au Sénat. Mais pour avoir été moi-même à Matignon et connaissant les rouages et les processus de décision quand il y a une question d'actualité à l'Assemblée nationale, je peux y voir un certain cafouillage et un manque de ligne claire, en tout cas, de l'exécutif. Une question relative au cessez-le-feu et à votre vision là-dessus. Ce cessez-le-feu est intervenu sous la pression diplomatique. On dit que 70% de la population souhaitait que l'opération se poursuive. Est-ce que Israël est condamné à vivre avec ces attaques du Hamas tous les 5 ou 6 ans? C'est la deuxième guerre à Gaza que vous couvrez. Oui, c'est vrai. D'abord, je crois qu'il faut mettre d'un côté les considérations politiques et de l'autre côté les considérations opérationnelles. L'offensive israélienne à Gaza, d'un point de vue purement opérationnel, est un succès. La conférence de presse qui a eu lieu vendredi entre le Premier ministre, le ministre de la Défense et le chef d'état-major et le chef du renseignement du Shabak ont montré que plus de 90% des cibles ont été touchées et que les objectifs que l'armée s'était assignés ont été tous atteints. Maintenant, de l'autre côté, on peut toujours continuer à faire de la politique. Ce qui a été intéressant pour les Israéliens, c'est de voir que contrairement au Corona, la gestion de cette guerre dans le tandem Bibi-Gantz a été magique. Il y a eu une complémentarité, il y a eu une forte coopération, et ça, les Israéliens en ont été conscients, et ça a montré que la dynamique était positive et forte et efficace. Maintenant, sur le cessez-le-feu, j'entends ici ou là tous les appels de la communauté internationale, mais je crois que rien ne pourra être réglé tant que le Hamas ne sera pas désarmé. La communauté internationale connaît déjà cet exemple puisque
Elle l'a appliqué au Kosovo au début des années 2000. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il y ait des pressions pour pouvoir garantir à l'Égypte que des armes ne passeront plus par sa frontière avec Gaza, et surtout garantir aux Israéliens que le Hamas ne sera plus en mesure de tirer les roquettes. Alors on dit roquettes, mais enfin, quand ça pèse 400 kilos et que ça va à 200 km, à mon avis, c'est plus des missiles. Mais je pense que la clé est là, et qu'aujourd'hui, si la communauté internationale veut donner un gage et rétablir les conditions de la confiance aux Israéliens pour redémarrer une discussion de processus de paix avec les Palestiniens, ça doit passer par la case garantie du désarmement du Hamas. Dernière question, vous avez 1 minute pour y répondre. Elle est importante. Vous dites souvent que votre chaîne souhaite changer la perception d'Israël dans le monde. Est-ce que vous y arrivez? On y arrive, et j'en veux pour preuve ce qui s'est passé ces 11 derniers jours. Nous avons été sollicités par les plus grands médias du monde. Nos journalistes sont intervenus sur les plus grands médias du monde. En France aussi, nous étions tous les jours sur BFM TV. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas réussi encore, parce qu'on part de très très loin, à changer complètement la perception d'Israël. Mais en tout cas, grâce à i24 News, dans les médias, pendant cette guerre, le point de vue israélien a été intégré dans les analyses. Et je crois que ça, c'est déjà quelque chose de notable et de positif dans ce qu'on a pu connaître sur la couverture du conflit ces 20 dernières années. Franck Melloul, président de i24 News, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci d'avoir apporté votre regard et celui de votre chaîne sur les 11 jours de guerre à Gaza.